Bonjour Yanis Kames. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Yanis d'avoir accepté notre invitation. Yanis, tu es membre du bureau de la primaire populaire. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est la primaire populaire, c'est une initiative citoyenne qui vise à organiser une sorte de départage entre les candidats de gauche et écologistes déclarés ou non d'ailleurs. Ça va d'Yannick Jadot en passant par Jean-Luc Mélenchon, à Pierre Larouturou, Gérard Filoche, Anne Hidalgo ou Christiane Taubira ou même François Ruffin, il y en a d'autres. L'initiative est parrainée par plusieurs personnalités, Cyril Dion, Noël Mamère, Dominique Méda, là aussi, on peut aller sur le site, il y a toute la liste. Pour l'instant, 92 000 personnes se sont inscrites pour voter à la primaire populaire et désigner ou suggérer d'ailleurs un ou une candidate. On vous avait reçu avant l'été, vous espériez 2 millions de votants d'ici octobre. L'objectif paraît aujourd'hui inatteignable. Quelle conclusion vous en tirez? Alors, je suis pas du tout d'accord avec le constat dans un premier temps. Pour répondre directement, en fait, il y a plusieurs phases à la prière populaire. Aujourd'hui, on a vécu une première phase depuis le lancement du site jusqu'à très peu de temps, au 19 septembre, qui est le moment de la rentrée de la prière populaire, qui était une phase où on a consolidé un nombre de soutiens importants, 80 000 soutiens autour de nous, des soutiens très forts, des soutiens qui sont d'autant plus forts que c'était comment dire, on avait le vent contre nous. Pourquoi? Parce que d'une part, les élections présidentielles dans l'espace médiatique, ça n'existait pas. En fait, c'était vraiment, on parlait du Covid, on parlait des vacances, mais on ne parlait pas des élections présidentielles. En plus de ça, donc en fait, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, nos 80 000 soutiens, c'est des gens qui seront là envers et contre tout et qui, peu importe le moment de l'année, peu importe si c'est dans l'actualité, ils nous soutiendront. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et dans un second temps, nous, on avait un gros enjeu avec différents interlocuteurs pendant ce temps, un enjeu avec les candidats voilà, de la prière populaire, un enjeu avec leurs équipes, un enjeu avec les partis politiques, pour en fait avoir un discours. Eux, ils voulaient exister, ils existaient médiatiquement, et en même temps, ils avaient tout intérêt à déconsidérer notre événement. Et en plus, donc il fallait créer ce dialogue. On l'a créé, on a continué ce dialogue, et aussi avec les journalistes politiques qui ont bien compris aujourd'hui que qu'on va être un acteur qui va compter Yanis, on a bien compris dans on cette a bien élection compris présidentielle. on a bien compris que c'était un processus et que tout ça est encore en train d'être mis en place. Mais les 2 millions de votants, ça paraît quand même un peu ambitieux, non? Non, toujours non, parce qu'en fait, justement, là, je vous ai décrit la première période, mais en fait, là, la période elle est complètement différente. Depuis le 19 septembre, déjà, il y a un revirement très important depuis notre rentrée au niveau des chiffres. On était à 80 000 le 19 septembre. Aujourd'hui, mardi matin, on est déjà à 92 000. Donc, on a plus 12 000 en 3 jours. Il faut se rendre compte que c'est quand même super important. Et si on va dans cette dynamique, on va augmenter exponentiellement. On se rend Ok. compte aussi qu'on a de plus en plus de médias qui nous suivent. À notre événement, on a fait un événement à Coco Velten pour lancer notre entrée. Là, ça a été le comble. Mais en plus de ça, on a France Inter qui est venu, on a France 3 qui est venu, on a l'AFP qui a fait une dépêche. Enfin, les médias, moi, j'ai fait une intervention qui va être diffusée sur France Info dans le courant de la semaine. Les médias commencent à venir vers nous de plus en plus. En plus de ça, on peut voir qu'on a de plus en plus de bénévoles, 2500 bénévoles. Et en fait, plus on a de bénévoles, plus on a de soutien, et plus on a de soutien, plus on a de bénévoles. Et on voit qu'il y a aussi une D'accord. explosion du nombre d'événements locaux. Encore une fois, par exemple, en plus, voilà, la primaire des écologistes, on voit qu'ils ont quadruplé en une semaine leur nombre d'inscrits en passant de 30 000 à 120 000. Nous, on n'a pas du tout cet effet d'urgence. Notre événement, il va être dans 3 mois, 3 mois qui vont être super intenses. Et d'ici là, on ne va pas du tout reculer sur notre chiffre de 2 millions de votants, comme lors de la primaire des socialistes, la primaire de la gauche, en 2017. Ok, donc on a compris, donc vous avez une surface médiatique, vous espérez beaucoup plus de gens qui s'inscrivent. Mais tout à l'heure, tu parlais du dialogue que vous aviez engagé avec les différents candidats plus ou moins déclarés de la gauche et des écologistes. On est bientôt au moment crucial où tous les candidats de cet endroit-là de l'échiquier politique vont être désignés. Comment est-ce que vous comptez concrètement convaincre Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, le ou la candidate écolo, Arnaud Montebourg et Fabien Roussel, de se ranger derrière le ou la gagnante de votre événement? Mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, on a un nombre de soutiens important qui va encore augmenter d'ici la date du 9 novembre, qui va être la date où les candidats et candidates
vont avoir l'occasion de dire s'ils vont participer ou non à la primaire populaire. D'ici là, on va avoir un nombre de soutiens qui va énormément augmenter. Donc déjà, on aura tous nos soutiens derrière qui vont dire faites-le. Dans un second temps, on a des sondages qui disent toutes les personnes qui se considèrent avoir des valeurs sociales, démocratiques, écologiques, qui disent à 90%, on veut un candidat unique. Et en plus de ça, on va faire appel à leurs responsabilités. On va faire appel à leurs responsabilités parce qu'ils ne sont pas sans savoir que s'il y a 5 candidats qui représentent les valeurs sociales, démocratiques et écologiques pour l'élection présidentielle de 2022, on va perdre. Or, on n'a pas la place pour perdre parce qu'il y a des urgences qui sont sociales, des urgences qui sont climatiques. Et si on a Macron-Le Pen en 2022, ils ne vont pas… Enfin, on va jamais répondre et donc du coup, cette fois-ci, 65 millions de personnes vont aller droit dans le mur. Yanis, si j'ai bien compris, vous vous êtes fixé comme règle que l'on pourrait voter que pour les 5 premiers hommes ou les 5 premières femmes à avoir obtenu le plus de parrainage. Pour le moment, ça se joue entre Christiane Taubira, Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, Anne Hidalgo, Delphine Batteau, François Ruffin, Gaël Giraud, Pierre Leroux-Turou, Éric Piolle et Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Piolle ou Rousseau, par exemple, devaient perdre la primaire des écologistes, ils pourront toujours gagner la primaire populaire. C'est pas un peu problématique, sachant qu'aujourd'hui, pour l'instant, évidemment, il y a plus d'inscrits à la primaire écolo que chez vous. Il n'y a pas un problème de méthode? Ah, non, parce que en fait, ça s'est prévu déjà dans notre process. Les candidats de l'élection de la primaire écolo, en fait, ils sont sur la plateforme parce qu'ils sont aujourd'hui considérés comme des candidats. C'est pas les citoyens et citoyennes qui les ont amenés sur cette plateforme-là. Donc, en fait, de fait, s'ils ne sont plus candidats à l'élection présidentielle, ils seront retirés de la plateforme. Il y a un autre sujet, c'est par exemple, admettons que Anne Hidalgo soit désignée candidate pour la primaire écologiste. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, les sympathisants de la France insoumise qui ont participé à la primaire écolo ou qui viennent juste tout simplement d'un pôle qui n'est pas social-démocrate, comment vous imaginez qu'ils pourraient accepter en fait que Anne Hidalgo, qui est pour l'instant toujours membre du Parti socialiste, soit leur candidate et vice-versa? Est-ce que des sympathisants du Parti socialiste pourraient accepter, si jamais c'est par exemple Jean-Luc Mélenchon qui sort vainqueur de votre primaire écolo, eh bien que ça soit lui qui soit leur candidat. Primaire populaire, pardon, qui soit leur candidat. Parce que du coup, moi, je vais vous dire un truc qui est très simple. Je vais vous répondre par une chose très simple. Aujourd'hui, il y a 2 processus. Enfin, déjà, aujourd'hui, s'il y a autant de candidats qu'il y en a aujourd'hui, c'est une défaite annoncée pour nos valeurs en 2022. On a prouvé avec l'écriture, avec ces candidats, avec leurs équipes, avec les partis, qu'il y a un socle commun de 70-80% de leur programme qui est le même. Maintenant, est-ce qu'on veut faire gagner 80% de ce programme ou pas? Soit on laisse les sondages départagés, ce qui ne va pas fonctionner. Ça, c'est aller, encore une fois, droit dans le mur. Pourquoi les sondages vont pas pouvoir départager? Parce que déjà, ils se battent sur les sondages. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout fiable à autant de mois de la présidentielle, ces sondages-là. Et en plus, quand ils seront fiables, ces sondages, les candidats auront déjà engagé des sous et ils seront en incapacité de se retirer parce qu'ils n'auront pas le remboursement de leurs frais de campagne. Donc, les sondages, ça ne va pas marcher. Ou il y a la primaire populaire. On participe à la primaire populaire. On fait émerger la candidature de rassemblement qui défend la justice sociale, le renouveau démocratique et l'écologie pour 2022 et on gagne la présidentielle de 2022. Donc après, c'est à eux de faire le choix. J'entends ton discours et j'entends le discours de la primaire populaire qui consisterait à dire qu'il y a un socle de 80%. Pourtant, quand on entend les candidats, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'entente possible sur la manière de penser la question de la radicalité, penser la question du changement de système, ceux qui se disent anticapitalistes, ceux qui se disent justement pouvoir accompagner le capitalisme. On a le sentiment qu'en fait, dans la primaire populaire, vous faites passer l'incarnation finalement avant le programme et ce qui pourrait faire l'objet d'un programme de gouvernement. Alors, j'ai plusieurs choses. Bon, aujourd'hui, les candidats qui se considèrent comme anticapitalistes, c'est Poutou et Artaud, et qui ne sont pas dans la primaire populaire. Jean-Luc Mélenchon aussi, Sandrine Rousseau aussi, Éric Piolle pour partie aussi, je crois.
Et enfin, de toute façon, je pense que c'était plus un changement des modes de société, des modes de production, des modes de consommation qui est prôné par tous les candidats et dont les candidats que vous avez cités, puisque s'afficher, enfin voilà, il n'y a pas de gens qui se témoignent du marxisme. Enfin bref, c'est pas le point le plus important. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, on les a mis d'accord, comme je disais, sur 80% du programme et tous ont signé, tous ont dit oui, on est d'accord sur ça. Donc ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut revenir. Par ailleurs, effectivement, il y a des sujets de dissensus. Il y a des sujets qui sont l'Europe, qui sont la laïcité, qui sont le nucléaire, qui sont des sujets importants, mais qui sont moins urgents que la question climatique, que la question sociale, sur lesquels ils sont plus ou moins d'accord. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est justement départager ces dissensus à travers une primaire où là, on verra ce que pensent leurs électeurs et leurs électrices sur ces sujets-là, tout simplement. Et donc, à travers cette primaire, faire émerger les personnes qui seront le plus à même de représenter les idées de la population, notamment à travers un mode de scrutin qui va être un mode à mention majoritaire, et donc du coup, qui vont noter tous les candidats. Et donc, il n'y aura pas de vote stratégique. On ne va pas voter contre, on va voter pour. Et ça va permettre aussi de ne pas faire en sorte qu'il y ait de vote stratégique pour la présidentielle. Je comprends en fait votre obsession du programme, elle est assez légitime, mais quand on regarde par exemple le programme de François Hollande en 2012, il était pas mal son programme. Enfin, je veux dire, il était loin d'être dégueulasse, hein, même du point de vue de la gauche de la gauche. Pourtant, ben, le quinquennat de François Hollande, il a été ce qu'il a été. Il a été une énorme déception. Est-ce que vous n'avez pas peur que précisément en ne faisant pas assez attention en fait aux incarnations, à l'incarnation en fait de ce programme et à la personne en fait qui va porter le discours et le récit de ce programme. Est-ce que vous n'avez pas peur de retomber en fait dans les mêmes travers finalement que le quinquennat de François Hollande en 2012? Qu'est-ce qui Il y a va deux faire en choses. fait que le candidat que vous allez potentiellement désigner ensuite va réussir à tenir à la fois sa parole, mais je pense surtout le rapport de force social une fois arrivé au pouvoir? Bah, tout simplement, moi, je répondrai par le fait que ce candidat, il aura été élu par 2 millions de personnes, qui seront cette fois-ci pas directement dirigées par le parti du candidat, avec un nombre de soutiens qui va être d'autant plus important, et qui vont pouvoir faire pression, tout simplement. Il n'est pas question de faire un gouvernement, voilà, d'être passif en tant qu'acteur citoyen-citoyenne. Il va être question de pouvoir, comme lors voilà, dans l'histoire, quand le Front populaire est passé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Jour de l'élection, grève générale. Voilà, on pose les bases. Donc aujourd'hui, c'est des citoyens et citoyennes qui font amener au pouvoir des élus. C'est une association qui a émergé de la société civile et c'est cette société civile qui va devoir aujourd'hui faire en sorte que les candidats qui vont nous représenter vont appliquer le programme pour lequel ils ont été élus, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément quel va être le processus? C'est-à-dire que on ne pourra voter, même si, enfin, ceux qui ont obtenu des parrainages ne seront pas nécessairement candidats et vous allez revenir vers les possibles candidats pour leur demander s'ils souhaitent participer à la primaire populaire. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, il y a Gérard Filoche, Pierre Laroturou et Sandrine Rousseau qui sont engagés dans cette primaire-là, mais pour le reste des autres candidats déclarés ou en tout cas qui ont émergé dans le cadre de votre processus, parce que n'importe qui peut s'inscrire sur le site de la primaire populaire et proposer aussi des noms de personnes pour lesquelles vous auriez envie de voter ou de voir cette personne incarner justement une sorte de rassemblement. Comment ça va se passer concrètement en fait? Qui va être candidat? Pour qui on va voter? À quel moment? Et avec ou sans le consentement de ceux et celles qui sont déjà déclarés? Alors, il y a une première date qui est la date du 11 octobre. Le 11 octobre, c'est la fin des parrainages. Donc, on saura qui seront les 5 candidates et les 5 candidats qui auront le plus de parrainage et à qui on va demander s'ils veulent participer à la primaire populaire. Le 9 novembre, ils devront faire ce choix historique de la victoire ou de la défaite de l'écologie, de la justice sociale et de la démocratie en 2022. Et ils vont devoir prendre leurs responsabilités, dire « je participe à la primaire populaire ». Le 12 décembre aura lieu la primaire populaire. Cette date, voilà, le 12 décembre aura lieu la primaire populaire et on va être 2 millions de personnes qui croient en ces valeurs, qui vont faire émerger cette candidature de rassemblement et qui vont faire gagner
la présidentielle 2022 à notre valeur et au socle commun. Est-ce que vous aurez un candidat ou une candidate coûte que coûte? C'est-à-dire que si jamais les autres candidats de gauche ne veulent pas se retirer au profit du gagnant ou de la gagnante de votre primaire, est-ce que vous aurez quand même un candidat? C'est pas une question qui est à l'ordre du jour. Nous, aussi bien dans nos esprits que de la manière dont on travaille, que de par nos convictions, on est persuadé que les bonnes décisions seront prises. On est persuadé que on va faire émerger cette candidature et on travaille à ça. On a une dernière question, Yanis. Un des enjeux, c'est quand même la mobilisation des électeurs et notamment des quartiers populaires les plus tentés par l'abstention. Vous revendiquez une primaire populaire, c'est le mot que vous utilisez. En quoi est-ce que vous garantissez qu'elle sera bien populaire, cette primaire? Mais parce qu'on est dans toute la France. Aujourd'hui, nos soutiens, ils sont dans toute la France. Moi, par exemple, je suis membre du bureau, j'habite à Saint-Denis, je suis assistant d'éducation dans un collège. Et en fait, dans un collège de Saint-Denis, et des profils comme ça, il y en a plein. Donc, en fait, c'est de par qui on est et de par le travail que nos bénévoles effectuent, de par le travail que nous, on effectue, qu'on va faire que cette primaire sera populaire. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Yanis. Yanis. Merci à vous.